Bon, quand on pense au transport maritime mondial, on imagine quelque chose d'assez calme, de purement commercial, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Sous la surface, c'est devenu une véritable arène de compétition géopolitique. Et aujourd'hui, on va décortiquer comment la Chine utilise les océans pour affirmer sa puissance. Regardez bien cette image. Ce qu'on voit là, ce n'est pas simplement le lancement d'un navire de plus. Non, c'est bien plus que ça. C'est le symbole d'une ambition. Une ambition mondiale. C'est la pièce visible d'une stratégie immense, planifiée au millimètre près, qui est en train de se déployer sur tous les océans du globe. La question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment la Chine a-t-elle réussi à dominer les océans du monde à ce point? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour tout le monde? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour comprendre cette ascension fulgurante, il faut regarder le premier pilier, le fondement de tout. Un véritable océan de soutien de la part de l'État chinois. Accrochez-vous bien. 132 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? C'est la somme absolument colossale que l'État chinois a injectée dans son industrie du transport et de la construction navale. Et ça, c'était juste entre 2010 et 2018, selon une analyse très sérieuse du Center for Strategic and International Studies. Et attention, il ne s'agit pas juste de donner de l'argent comme ça. Pékin a toute une boîte à outils, des instruments très sophistiqués. On parle de 127 milliards de financements publics, oui, mais aussi de 5 milliards de subventions directes. Et ce n'est pas tout. Il y a des levées de fonds dirigées par l'État, des aides pour les industries clés comme l'acier, des fusions forcées pour créer des mastodontes mondiaux, et certains rapports parlent même de vol de propriété intellectuelle. C'est une stratégie à 360 degrés. Pour bien comprendre à quel point c'est malin, prenons un exemple. La politique du « démolir pour reconstruire ». On est juste après la crise financière de 2008, le secteur est à genoux. Que fait Pékin? Ils disent aux entreprises « mettez vos vieux bateaux à la casse, on vous paie pour ça, et on vous aide à en construire des neufs ». C'est un coup de génie. Ça a permis de moderniser toute la flotte à une vitesse folle, tout en faisant tourner les chantiers navals chinois à plein régime, alors que partout ailleurs, c'était la crise. Et pour voir l'impact concret, regardons un chiffre qui est assez parlant. En 2014, le géant du transport maritime COSCO affiche un bénéfice de 51 millions de dollars. Pas mal. Sauf que la même année, rien qu'avec la subvention Démolir pour reconstruire, l'entreprise a touché 194 millions de dollars. C'est presque 4 fois son profit. On comprend tout de suite que sans cette aide de l'État, l'équation n'est plus du tout la même. Bon, on a vu la cause, ce soutien massif de l'État. Maintenant, quel est l'effet? Eh bien, le résultat est là, sous nos yeux, une domination quasi totale sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement maritime mondiale. Les chiffres sont vertigineux. Jugez plutôt, la Chine fabrique 96% de tous les conteneurs maritimes du monde. 80% des grues géantes qu'on voit dans les ports, chinoises. En 2019, un tiers des nouveaux navires sortaient de chantiers chinois. Et pour couronner le tout, sur les 10 plus grands ports du monde, 7 sont en Chine. On parle d'un contrôle presque absolu sur tous les maillons de la chaîne. Et cette vague de fonds a aussi déferlé sur le monde de la finance. C'est ça qui est fou. En 2008, si on regardait le top 15 des banques qui finançaient le transport maritime, il n'y avait pas une seule banque chinoise. Zéro. 10 ans plus tard, à peine une décennie, China Exim est numéro 1 mondial et Bank of China est 4e. C'est un véritable tremblement de terre financier. Alors, on pourrait se dire que tout ça, c'est juste du business. Mais en fait, pas du tout. C'est là que ça devient géopolitique. Il y a un stratège naval américain, Alfred Thayer Mahan, qui disait une chose très juste. La puissance commerciale et la puissance militaire sur mer sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est exactement ce qui se passe. Des entreprises comme COSCO, par exemple, assurent aussi un soutien logistique direct à l'armée chinoise. Évidemment, face à une stratégie d'une telle ampleur, il fallait s'attendre à une réaction. Et la riposte américaine n'a pas tardé à arriver. Et elle est, disons, plutôt musclée. Pour vous donner une idée de l'onde de choc, Lloyd's List, qui est la référence dans le secteur, a écrit noir sur blanc que la proposition américaine représentait, je cite, « la plus grande menace financière pour les opérateurs de navires à ce jour sous l'administration Trump ». Autant dire que les enjeux sont devenus énormes. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan américain? Eh bien, ce sont des droits de port extrêmement dissuasifs. On parle de facturer jusqu'à 1 million de dollars par escale pour les compagnies chinoises comme COSCO. Ça monte même à 1,5 million pour n'importe quel navire construit en Chine. Et le coup de grâce, c'est que même une compagnie européenne ou autre qui commande un bateau en Chine pourrait se voir infliger une pénalité d'1 million de dollars. L'objectif est clair, rendre les chantiers chinois beaucoup moins attractifs. Et ce n'est pas fini. Le plan a un deuxième volet, une nouvelle règle de préférence de chargement. L'idée, c'est d'obliger jusqu'à 15% des exportations américaines à être transportées sur des navires battant pavillon américain. C'est une tentative directe de reconstruire et de redonner vie à la marine marchande américaine qui a été un peu délaissée.
Ok, maintenant il faut prendre un peu de recul, on a beaucoup parlé de bateaux et de ports, mais cette puissance maritime, en réalité, ce n'est qu'une seule pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, la stratégie d'influence mondiale de la Chine. Prenons l'Afrique par exemple. La Chine a proposé à 53 pays africains avec qui elle a des relations diplomatiques un accès à son immense marché sans aucun droit de douane. C'est évidemment un levier économique et diplomatique extrêmement puissant. Mais attention, il y a un mais. Certains analystes, comme ceux de l'Institut de recherche sur la défense de Taïwan, sont plus sceptiques. Pour eux, c'est plus une opération de diplomatie et de propagande qu'un vrai progrès économique. Ils soulignent que dans les faits, le déséquilibre commercial reste énorme. Et l'influence chinoise ne passe pas que par le commerce. L'aide humanitaire est aussi un outil de ce qu'on appelle le soft power. Un exemple récent, la Chine a fourni une aide alimentaire d'urgence pour 60 000 familles à Gaza. On voit bien que l'approche est multiple, jouant sur tous les tableaux pour bâtir son influence. Bon, on a vu beaucoup de choses. Alors, si on essaie de rassembler toutes les pièces, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce qu'on est en train d'assister en direct à la naissance d'une nouvelle carta du monde? Pour résumer, voici les points essentiels à retenir. D'abord, la montée en puissance maritime de la Chine n'a rien d'un hasard. C'est une stratégie industrielle, voulue, planifiée et massivement financée par l'État. Ensuite, ce pouvoir économique sur les mers est en train d'être converti en influence stratégique et militaire. Forcément, en face, les États-Unis ne restent pas les bras croisés et ripostent avec des mesures économiques très dures, transformant le commerce en champ de bataille. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, cette histoire de bateau n'est qu'un aspect d'une stratégie géopolitique beaucoup plus vaste qui utilise aussi le commerce, la diplomatie et l'aide. Finalement, les routes maritimes, qu'on pensait être de simples autoroutes commerciales, sont en train de devenir les lignes de front d'une nouvelle ère de compétition. Et ça nous laisse avec une immense question. Où est-ce que ces nouvelles marées géopolitiques nous emmènent ? L'avenir du commerce mondial et peut-être même l'équilibre des pouvoirs se joue en ce moment même au milieu des océans.